Rebonjour, on va commencer s'il vous plaît avec cette deuxième table ronde consacrée donc à la BD du réel. Alors la BD du réel, c'est finalement un terme assez nouveau qui est dans la production bande dessinée, alors sous l'impulsion de revues comme la revue dessinée ou Topo. Alors bien sûr, il y a des auteurs comme Étienne Davodo et bien d'autres, ceux qu'on va citer, qui sont emparés du réel, si on peut dire, pour faire la bande dessinée du réel qui peut être documentaire, de reportage, vulgarisatrice et aussi, je pense, peut-être aussi de fiction. En tout cas, on le verra avec un de nos invités. Alors, parmi les best-sellers, les livres qui font date récemment, il y a Les algues vertes d'Inès Léraud, la journaliste du dessinateur Pierre Van Hove aux éditions Delcourt, Le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici aux éditions d'Argo. On pourrait aussi citer Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne ou L'Arabe du futur de Riyad Satouf, puisque c'est l'autobiographie. Avec nous pour en parler, alors Sébastien Gnedich. Alors vous êtes directeur éditorial des éditions Futuropolis. Bonjour. Les éditions Futuropolis qui sortent pas mal de bandes dessinées du réel. D'ailleurs, on a un bel aperçu du catalogue. C'est ça. Alors, c'est vrai que L'homme créa les dieux, un essai de Joseph B. Pascal Boyer, Le choix du chômage de Benoît Colomba et Damien Cuvillier, Le droit du sol d'Étienne Davodo, mais aussi Prénom Ina, la biographie d'Ina Shevchenko, par Ina Shevchenko et Thomas Zuelos et Simon Rochepeau. Alors vous êtes aussi auteur, on ne va pas passer à côté quand même de cette information importante. Vous adaptez notamment Profession du père, le roman de Serge Chalandon. Et récemment, avec Gérard Mordillat, vous avez signé Ulysse Nobody. Alors l'histoire fictif d'un comédien un peu en perte de vitesse qui devient candidat pour un parti fasciste français. Bon, il y a quand même des ressemblances avec... Hélas. Et c'était intéressant, juste pour dire une petite chose, c'est qu'hier j'étais à Amiens, où on a fait un débat avec François Ruffin et Gérard Mordillat, et François Ruffin avait été opposé d'ailleurs au personnage qui a pu en partie inspirer le personnage d'Ulysse Nobody. Voilà. Donc c'était intéressant de mêler la fiction et la réalité d'un coup. À ma droite, Louis-Antoine Dujardin, là, vous êtes l'éditeur des Algues vertes, notamment, là, qui est quand même un livre qui fait date dans la BD du réel, si on peut dire. Ouais, c'est un livre, en tout cas, voilà, qui a marqué, voilà, qui a été pour le coup vraiment un vrai phénomène, un phénomène de société, qui était quelque chose aussi d'assez imprévisible, hein, puisque aujourd'hui, en fait, voilà, un livre pareil avec voilà, un tirage, je crois qu'on a dépassé les 150 000 exemplaires. C'est absolument assez étonnant, la façon dont les gens s'en emparent et dont les publics, en fait, voilà, il y a tous les cercles concentriques de lectorat qui s'en emparent. C'est assez fou. Alors, vous êtes aussi éditeur de Fake News, de Dan Buis et Leslie Play, donc sur les fake news. Les riches au tribunal de Monique et Michel Pinson-Charlot et Étienne Lécroire, mais aussi plus récemment Res Publica de David Chauvel et Kerfrieden sur le premier mandat d'Emmanuel Macron. Jujitsu Fragette, Les Amazones de Londres, de Clément Xavier et Lise Luglin sur la première formatrice d'autodéfense féministe dans le Londres du début du XXe siècle, ou alors la biographie de Georges Sand par Séverine Vidal et Kim Consigny. Et puis enfin, Frédéric Lavabre. Alors vous allez jouer un peu le rôle de l'éditeur en décalage, parce que finalement la BD documentaire, la BD du réel, vous la pratiquez plus par la fiction que par une BD de reportage ou autobiographique ou biographique. Alors, j'ai quelques BD autobiographiques récemment, mais c'est vrai que moi, je suis plus un éditeur de fiction pure, on va dire, mais dans lequel souvent sont évidemment insérés ou intégrés des questions sociétales. Alors, quand même, vous avez publié Allons enfants, qui est une série jeunesse, mais historique quand même, qui est très documentée. Il y a aussi Fourmi la Rouge d'Alex W. Winker sur le 1er mai 1891, la reconstitution d'un défilé d'ouvriers qui finit sur une journée. Sur une journée. C'est vrai que ça fait évidemment totalement écho aux Gilets jaunes, par exemple. Et en effet, Allons enfants, c'est une série à laquelle je suis très attaché, en 3 tomes. Et qui, alors là, c'est vraiment très documentaire. Il y a même une partie documentaire à la fin du récit, on verra. Et là, on est vraiment, on fait 100 ans d'histoire de France à travers une famille bretonne. Et là, on est vraiment dans du documentaire pur. Et là, c'est vraiment une approche pour les enfants, pour à la fois à travers une fiction qui est une famille bretonne qui se raconte sur un siècle. Et en même temps, on parle évidemment de l'histoire de France et notamment de l'histoire de la guerre en France. Et vous avez voulu aussi inclure, donner la discussion, par exemple, Prenez au bois dormant d'Hélène Husdin, qui là
aborde le cas des enfants amérindiens enlevés au Canada par le biais de la fantasmagorie. Là, c'est vraiment là, oui, là, on est vraiment dans une pure fiction, voire quelque chose qui est totalement décalé, tant graphiquement que dans le récit. Et en même temps, au cœur de ce récit, il y a la question des enfants amérindiens qui ont été enlevés à leur famille pendant presque 60 ans, arrachés à leur famille, alors qu'ils avaient des familles, etc., offertes à soit des institutions religieuses, soit à des parents blancs qui n'avaient pas d'enfants. Et vraiment, ça, c'est évidemment un livre éminemment politique. Alors, la question, moi, je pense par laquelle on doit commencer, comment définir cette BD du réel? Comment vraiment la circonscrire, ce genre en expansion qui s'y colle Sébastien? Bon, allez, je vais m'y coller. Non, mais c'est difficile parce que en fait, c'est quelque chose qui est en train qui se développe au fil des ans. C'est-à-dire que je pense que on vit un âge d'or de cette de la bande dessinée, d'ailleurs en général, et je pense que si on vit un âge d'or actuellement et qui se traduit d'ailleurs dans les chiffres et dans les faits, etc., c'est aussi parce que la bande dessinée, on va dire depuis une bonne trentaine d'années, s'est réinventée et s'est réouvert notamment, et l'un des axes, parce que ce n'est pas le seul, mais l'un des axes, et évidemment je vais parler de deux des initiateurs, des défricheurs qui l'ont fait, qui sont Joe Sacco, l'américain, et Étienne Davodo, qui ont décidé un jour de sortir de leur atelier en fait et d'aller voir dehors le monde et pour en parler, pour en témoigner. Et je pense que ce témoignage-là, cette envie d'aller vers les autres, eh bien, ces auteurs en le faisant ont ouvert en fait des portes à beaucoup d'auteurs. Moi, j'ai eu la chance de publier pas mal de livres qui ont fait date, on va dire, dans ce genre-là. Et souvent, lorsque un livre sortait, eh bien, mettons, même les ignorants de Davodo, eh bien, ça m'a amené, moi, des auteurs qui venaient me voir en disant « Ah bon, mais on peut faire ça, en fait finalement, on peut aller à côté de chez soi et parler, parce que moi, j'ai un truc. » Je pense à Tancrel, notamment, qui avait fait la communauté avec Pierre Benoît et qui a eu l'idée de ça, en fait, qui pensait pas pouvoir se dire que ça pourrait être vraiment un récit qui intéresserait des gens, en fait. Et la bande dessinée s'est révélée finalement un média extrêmement fort pour ça, pour parler du monde qui les entoure, parce que c'est un média qui est très souple, qui est très simple. C'est un auteur qui va voir des gens pour les faire parler d'une situation, pour la faire connaître. Et finalement, on est face à un auteur qui vient avec ses crayons, c'est pas très intrusif, et ça permet de créer un lien qui va, pour moi, faire le cœur de cette comment dire de ce récit. C'est-à-dire que souvent on a des récits très empathiques finalement que fait passer la relation entre un auteur et les personnes qui l'interrogent, et qui va passer ensuite se traduire par le dessin, qui va ensuite faire ce lien avec les lecteurs et les lectrices. Et donc finalement cette BD du réel a commencé pas mal par des voyages d'auteurs, de rencontres, etc., qui parfois ont pu aller dans des endroits même auxquels personne n'a accès ou très difficilement. Je pense aussi, moi, à Emmanuel Lepage, qui d'une autre manière a pu aller aux îles Kerguelen, en Antarctique, à Tchernobyl, etc., pour pouvoir témoigner de ça. Donc ça a ouvert aussi des portes. Et puis ensuite, ça a amené, et c'est là où c'est compliqué de parler de ça, c'est-à-dire que sur certaines rencontres, ça a permis de parler de certains sujets sociétaux, qui, du coup, ont donné envie de parler de manière plus documentaire, finalement, de certains sujets. Je pense effectivement au choix du chômage de Benoît Colomba et Damien Cuvillier, où là, tout d'un coup, ce n'est plus un simple auteur qui va aller rencontrer des gens, mais des journalistes ou des historiens ou des gens qui viennent d'ailleurs et qui se rendent compte que la bande dessinée, finalement, est un magnifique média pour transmettre une connaissance, et qui eux aussi ont envie d'y aller, et ça ouvre du coup le champ à ce type de récit. Puis on a eu récemment des grands essais finalement aussi, où tout d'un coup c'est des scientifiques qui finalement se disent mais nous on a une connaissance à faire connaître, et qui voilà, et voilà, on a énormément de choses comme ça qui se sont développées, et c'est pour ça que c'est assez difficile de dire, de donner une définition générale. Mais ce qui est sûr, c'est que la bande dessinée aujourd'hui
et traduit, permet de traduire beaucoup de choses du monde qui nous entoure, de parler de tout. Et voilà, et ça ne fait que débuter. Je pense qu'en fait, ce langage est en train de se construire au fur et à mesure. On est en train de le vivre actuellement. C'est-à-dire que c'est en train de se construire année après année. Louis-Antoine, vous voulez compléter ou donner votre définition ? Oui, alors la définition là, très simple, effectivement, c'est on peut parler de genre, c'est-à-dire qu'en fait, le bande dessinée du réel, disons que on va aller en fait de la bande dessinée de reportage, la plus documentaire, type voilà ce qu'on peut voir dans la revue dessinée, à la biographie. Et avec voilà, il y a tout le spectre avec l'essai en bande dessinée aujourd'hui. Mais avant ça, en fait, je pense que c'est les outils, et Sébastien en parlait. En fait, les auteurs de bande dessinée, les auteurs et les autrices de bande dessinée sont des raconteurs, des raconteuses. Et en fait, les auteurs de bande dessinée, les autrices de bande dessinée, quand ils parlent du réel, ils en parlent avec les outils de la fiction et les outils de l'intime. C'est en allant explorer en fait eux-mêmes en fait leurs propres questions, leurs propres questionnements, que tout d'un coup en fait ils touchent à quelque chose d'universel et qu'il y a un lecteur, de lectrices, voilà, quelques dizaines, quelques milliers, quelques centaines qui arrivent. Et pour moi c'est ça qui est important, c'est les outils de la fiction, les outils de l'intime. Et quand on met ça dans la marmite, tout d'un coup, en fait, ça fait un livre qui parle du monde d'aujourd'hui, ça nous donne des outils pour comprendre, ça nous donne des outils pour agir, j'espère, sur le réel. Les Anglais parlent de narrative non-fiction. J'aime pas la traduction, mais j'aime bien le sens de cet énoncé. Frédéric, vous avez une vision un peu différente de cette BD du réel, en tout cas dans les productions Sarbacane. Non, je n'ai pas de vision différente en fait. Un appétit, une appétence. Non, c'est ça. Je pense que c'est comme tout éditeur, la question c'est celle du goût et de ce qui nous porte vers des choix éditoriaux. C'est vrai que jusqu'à présent, moi je suis très porté sur la fiction pure. Par exemple, si je parle de Servir le peuple, une adaptation de Yan Liang, l'histoire d'un petit soldat chinois ouvrier qui se retrouve dans une caserne dans les années 60. Il me semble qu'en le lisant, ça me parle plus de la Chine de Mao que n'importe quel sujet, article. Voilà, parce que ça me touche sur une dimension intime qui fait que je vais, à travers un récit extrêmement bien écrit, arriver à saisir ce qui est justement pas dit. Et Servir le peuple qui sont dans les années 60, ça explique en fait aujourd'hui la Chine d'aujourd'hui. Ça permet de comprendre comment fonctionne le Parti communiste chinois, comment fonctionne depuis plus de 50 ans maintenant, depuis la révolution industrielle. Et il me semble que la fiction est plus forte que... voilà. En même temps, c'est vrai qu'il y a une évolution, comme disait Sébastien, et c'est vrai, on est peut-être qu'au début, et je recevais aussi très peu de projets qui me semblaient intéressants pour moi. Peut-être qu'ils étaient chez Sébastien. Et du coup, c'est vrai que j'avais souvent des choses qui étaient assez à vraiment premier niveau, où l'auteur se mettait en scène et sur des choses assez, pas nécessairement des sujets qui étaient inintéressants, mais il n'y avait pas vraiment de point de vue, quoi. Et sans point de vue, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que le moi-je, juste où je mets en scène, alors voilà, j'arrive chez machin, et puis alors je vais l'interviewer, il me dit ça, moi ça me barbe, quoi, ça m'intéresse pas. En revanche, je commence à avoir des nouveaux auteurs et autrices jeunes qui arrivent avec des projets où là, tout en parlant de choses intimes, soit des autofictions, soit des sujets sur lesquels familiaux, etc., mais avec un point de vue et un regard, et d'un seul coup, ça devient intéressant. Donc vraiment, ça dépend complètement de la façon dont c'est construit. Et donc, dans les années à venir, je pense que j'en aurai un tout petit peu plus. Mais c'est vrai que je reste quand même très, très attaché, moi, là, au récit fictionnel. Alors, est-ce qu'on peut dire sans doute que c'est un phénomène assez nouveau ? Alors là, vous allez me laisser juste me permettre de citer un éditeur provocateur, c'est Jean-Louis Gauthier des éditions Cornelius, pour qui il dit « La BD du réel, c'est une imposture intellectuelle, une invention d'éditeur ». Je me permets juste de le citer. Dans la BD du réel, on range tout, c'est devenu un énorme fourre-tout, c'est la foire-fouille de la bande dessinée, dans lequel on trouve à la fois l'autobiographie, l'autofiction, la bande dessinée de reportage, mais aussi la bande dessinée de vulgarisation. Est-ce que vous pensez que c'est finalement une invention de... C'est vous qui avez inventé ce terme ou...
Alors moi je crois pas. Je pense que sincèrement c'est venu des auteurs eux-mêmes. C'est une impulsion qui a été donnée par certains. Après effectivement, comme tout domaine qui marche, il est investi par plein de gens et plus ou moins de manière plus ou moins intéressante. Mais on peut le dire de tout. On peut le dire du manga, de la fiction, des séries, comment dire, de science-fiction. Enfin, dès qu'il y a eu des domaines ou des blogs, on l'a toujours vu. Et moi, malheureusement, c'est vrai que par ailleurs, moi, je reçois énormément de projets. Et là, je rejoins ce que dit Frédéric, ce qu'a dit Frédéric, c'est on reçoit beaucoup de sujets qui sont des espèces de Wikipédia à dessiner, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de vue, ça n'a aucun intérêt, à part le sujet qui pourrait l'être à la base, mais qui malheureusement est navrant. Effectivement, il n'y a pas de regard sur quoi on parle. Et il y a beaucoup effectivement de choses assez faibles où effectivement la personne a l'impression qu'à l'imitation de Joe Sacco ou Étienne Davodo, il suffit d'aller quelque part pour en témoigner en se mettant en scène et racontant un truc qui en soi n'a aucun intérêt puisqu'il n'en apporte aucun. Donc voilà. Après, effectivement, ça pourrait donner l'impression d'un fourre-tout, mais je crois pas ça. Je crois qu'il y a vraiment des traces il y a vraiment des champs profondément qui sont en train d'être investis par des auteurs de plus en plus intéressants. Et effectivement, et notamment une jeune génération. Là aussi, je rejoins ce que dit Frédéric, c'est-à-dire qu'effectivement, qui ont été nourris par la génération précédente et qui sont justement, qui viennent à la bande dessinée parce qu'ils ont lu ces précurseurs. Et ça, je trouve que ça donne des choses intéressantes. Et ça peut effectivement passer par la fiction aussi, on en publie aussi. Et encore une fois, l'idée est de se dire, la bande dessinée a été pendant très longtemps quand même une bande dessinée de divertissement, voilà, avec des héros qui vivaient, et même quand ils étaient dans une époque, l'époque était quand même là souvent comme une sorte de toile de fond qui servait surtout une aventure. Et le fait qu'à un moment donné, la bande dessinée a décidé, ou des auteurs et des autrices de bande dessinée ont décidé de parler de sujets qui les préoccupaient, eh bien, je crois que ça a apporté une profondeur à la bande dessinée. Ouais, alors je suis pas du tout d'accord pour une fois avec ce qu'a dit Jean-Louis là, sur la bande dessinée du réel, même s'il a toujours souvent un avis par ailleurs pertinent sur notre milieu, mais là je pense qu'il se trompe parce qu'en fait pour moi c'est un mouvement qui vient dans deux directions parallèles, simultanées, je ne sais pas trop. Il y a évidemment les auteurs et les autrices. Enfin, on peut pas parler de ce sujet sans parler de Maus et d'Art Spiegelman, qui a quand même ouvert en grand les portes du champ il y a 40 ans, je sais plus, oui c'est ça je crois. Donc c'est vraiment une impulsion qui vient d'auteurs, qui s'emparent d'un sujet, qui vont en parler, qui vont vous l'amener. Guy Delisle, voilà, Étienne Davodo, ces auteurs-là ont vraiment ouvert en grand les portes. Et si aujourd'hui on a besoin effectivement de catégoriser, de donner une définition, c'est parce qu'en fait aujourd'hui il y a plein de livres sur la table et des livres qui sont demandés par des lecteurs et des lectrices. Et donc on a besoin, vous, bibliothécaires, libraires, à un moment donné de faire du rangement, un peu d'organiser ça et de pouvoir amener les gens qui demandent, qui sont en recherche non pas d'un héros ou d'une héroïne ou d'un auteur ou d'une autrice, mais d'un sujet. Il faut les amener quelque part. Et donc, voilà, aujourd'hui, on fait de la place et on appelle ça, on cherche ce mot, bande dessinée du réel, qui est une manière de donner, en fait, de circonscrire, en fait, ce domaine qui existe, parce que les livres sont là, parce que les livres sont sur la table et dans les rayons. Donc, voilà. Et aussi parce qu'il y a un public, comme vous dites, qui est venu à la bande dessinée pour apprendre, découvrir aussi avec ce nouveau type de ouais, je crois vraiment en fait que c'est une des spécificités, et moi je trouve quelque chose d'assez génial en fait avec ce type de livre, c'est que c'est des gens qui viennent pas c'est pas forcément, alors il y en a beaucoup qui sont des lecteurs et lectrices voilà, qui ont fait leur formation classique de parcours de la bande dessinée jeunesse à plus voilà, vraiment des formes, plus du récit complet, etc. Mais il y a aussi des gens qui viennent vraiment par le sujet. Et pour revenir à cet album voilà, qui est si exemplaire pour moi, qui est Les Algues Vertes, en fait, voilà, les gens ne connaissaient pas Inès Leroux ou Pierre Van Hove, donc les auteurs avant ça. Il n'y a pas de héros ou de héroïne ici quand on parle. Non, on parle juste d'un phénomène, voilà, cette pollution sur les plages bretonnes qui a provoqué, voilà,
qui a provoqué des morts humains, animaux. Et ce sujet-là, en fait, la bande dessinée, il y a ce côté un peu décomplexé de la bande dessinée où on rentre dans un sujet en se disant, oui, c'est un peu, voilà, ce que la bande dessinée, c'est du divertissement, et donc on va rentrer dans le sujet de façon un peu moins empesée, un peu moins sérieuse. Et la bande dessinée permet de faire le tour de la question. C'est la grande réussite des deux auteurs ici, en fait. C'est que, en fait, ils vont vraiment faire brasser les 360 degrés du sujet avec tous les outils de la bande dessinée. C'est ça aussi qui est génial. C'est-à-dire qu'on va être tantôt dans le côté très documentaire, interview, voilà, comme on a là à l'écran, mais sur notre page ici, avec un côté très foisonnement, très riche, d'une narration complètement déstructurée. Il y a du gag aussi, on utilise, donc on va utiliser en fait l'humour, le thriller, même le romantisme, le sentiment. On va utiliser tout ça qui sont normalement des genres à part de la bande dessinée, et en fait on peut utiliser tout ça pour raconter le monde et le sujet. Et c'est ça qui est voilà, les livres les plus réussis, en fait, souvent ils arrivent en fait avec cette boîte à outils là. Ce qui fait la différence, c'est ça, c'est une démarche d'auteur et utiliser vraiment les potentialités de la bande dessinée, pas seulement faire des cases avec des dialogues sur 300 pages. Bon, je caricature, bien sûr. Alors, il y a deux choses, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre d'un côté, par exemple, une expérience tout à fait réussie comme la revue dessinée, qui elle est plus dans un quelque chose de journalistique. On est sur des sujets assez courts, où là, effectivement, c'est souvent des enquêtes menées par des journalistes sur une quarantaine de pages, où là, on va dire que le dessin est quand même plus dans l'illustration d'un texte et permet, voilà, de faire avancer le sujet. Dans des récits longs, c'est pas possible de rester dans juste une image qui illustre un texte. C'est comme d'ailleurs les adaptations littéraires ou les plus faiblardes, où finalement c'est comme un texte illustré aussi. On est obligé d'aller au-delà et de trouver des solutions où justement l'outil de la bande dessinée est là pour mettre en scène, mettre en avant. Et c'est là où c'est là où malgré tout, par rapport au nombre de sujets qu'on reçoit, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sortent, mais il y a la plupart des projets qu'on refuse, parce qu'on en refuse plus qu'on en accepte, c'est justement ça, quand l'auteur finalement vienne à la BD en se disant tiens, en ce moment, ou notamment quand ça vient d'auteurs, de journalistes, de gens qui n'arrivent pas forcément à faire leur sujet par ailleurs et se disent la bande dessinée est un nouveau média pour faire passer notre truc, mais qui n'en ont pas une compréhension réelle de la bande, de ce que c'est les outils de la bande dessinée dont parlait Louis-Antoine tout à l'heure, et c'est ça qui est nécessaire. On a besoin de ça, on a besoin de justement d'arriver à amener les choses de manière dans ce média-là. Et je pense que c'est ça qui fait les plus belles réussites, c'est justement quand Étienne, par exemple, Étienne Davodo, pour citer là le livre qui est effectivement qui vous est montré là, c'est la très grande force d'Étienne Davodo de faire des choses très simples a priori, c'est-à-dire voilà, il veut rejoindre, il se dit qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on va laisser à nos descendants, alors que voilà, il y a 25 000 ans, il y a d'autres sapiens qui nous ont laissé des peintures magnifiques rupestres dans cette grotte de Pechmerle, et à Bure, on s'apprête à aller construire, enfouir nos déchets nucléaires, et qui vont rester, qui nous engagent pour 150 000 ans plus tard. Et l'idée est toute simple, il dit je vais tracer la route de ce magnifique endroit jusqu'à là-bas pour ressentir un peu le temps, le poids de tout ce chemin, il va le faire à pied, et il a l'idée de convoquer sur la route les gens qu'il a interviewés par ailleurs chez eux. Et au lieu plutôt de se dire, normalement, je devrais les montrer dans leur bureau, dans leur environnement, etc., normal, eh bien, en fait, pour que ça soit plus vivant, plus fort, eh bien, il les invite à cheminer à côté de lui, et ils vont faire un bout de route et expliquer ce qu'ils leur ont expliqué, évidemment, chez eux. Et c'est tout simple, mais il y a quelque chose seule la bande dessinée, d'ailleurs, peut le faire. Finalement, il n'y a aucun autre média qui aurait pu faire ça. Et ça, c'est encore une fois une idée très simple, mais très graphique, et qui marche super bien. Et si je ne me trompe pas, dans la bande dessinée, il convoque même, il fait venir à Bure un opposant au projet qui, lui, est interdit justement de territoire. Exactement, c'est une manière de le montrer, et de montrer ça, justement, de montrer la réalité de ce combat qui est, pour l'instant, assez muselé, qu'on a du mal à imaginer. Ouais.
Alors, Frédéric, vous avez par exemple, dans la sélection, vous avez inclus l'adaptation de 1984 par de George Orwell par Xavier Coste. Alors pourquoi, par exemple, vous avez... Il n'y a rien de plus réel que cette BD, finalement, dans l'époque où nous vivons. Ce qui se passe en Russie, ce qui se passe même en France de façon plus modeste, mais quand même. Et d'ailleurs, on s'est amusé avec Xavier sur la première page de titre, parce que c'était en plein confinement qu'on a fini le livre. Et on a mis une espèce de tampon, bon de sortie pour le héros du livre. Donc ça, c'était un petit clin d'œil. Mais c'est vrai, 84, c'est à la fois c'est un monument de la littérature. Donc c'est vrai que quand Xavier a voulu l'adapter, moi j'étais très sceptique en disant, bon, c'est pas parce que les droits sont disponibles qu'on va le faire, hein, c'est pas un sujet. De la même façon que je suis toujours avec beaucoup de parcimonie sur l'adaptation sur les très grands auteurs, quoi. Voilà, parce que je trouve que l'œuvre est tellement immense que c'est compliqué. Mais bon, Xavier m'a convaincu de le faire. Et finalement, grand bien m'en a fait. Mais en même temps, surtout, en retravaillant ce livre, hein, puisque j'avais plus souvenir en fait du roman, mais j'avais souvenir du film en fait, que j'avais vu en 84, vu que je suis très vieux. Je l'avais vu, j'avais 22 ans. Et j'avais vraiment cette image de ce film très fort. Et en relisant, je m'étais souvenu à quel point c'était politique, à quel point c'était fort, et à quel point c'était violent. Et en même temps, à quel point, dans ce livre-là, il n'y a pas de bonne fin, en fait. Hein, là. Le héros est totalement annihilé. Donc, c'est un livre profondément triste et violent. Et en même temps, je trouve que par rapport à ce qui se passe, par exemple, juste la question qui se passe avec l'Ukraine en ce moment, par exemple, hein, non seulement Poutine, mais la façon dont les Européens réagissent ou ne réagissent pas, c'est très, très empreint de ce qu'on peut trouver en 84. Donc, je trouve que 84 est extrêmement éclairant sur le monde d'aujourd'hui. Mais après, bon, moi, alors ça, c'est une adaptation, c'est un récit fictionnel, hein, mais en même temps, là, je travaille sur deux ouvrages à venir, justement, par rapport à la nouvelle génération, et ça dépend vraiment, en effet, des gens qui nous envoient les projets et les sujets. Et là, j'ai deux projets très différents, un qui se passe au Maroc, donc c'est la rencontre d'une autrice, d'une dessinatrice, Aude Massot, on en parlait tout à l'heure, qui a rencontré, elle est partie au Maroc faire une intervention, elle passait plusieurs semaines, elle a été invitée. Elle a rencontré une réalisatrice de cinéma marocaine qui était... Ils ont commencé à discuter, ils ont sympathisé, elles m'ont proposé un projet autour de la question de l'IVG au Maroc, sauf que c'est sous une forme à la Thelma et Louise. Elles vont partir, des femmes qui vont se rencontrer dans un centre médical au Maroc, où l'IVG est évidemment non admise, non autorisées, et elles vont partir sur les routes comme ça pour essayer de trouver un médecin qui vont les traiter. Et en même temps, elles vont en prendre route, elles vont prendre une autre jeune femme. Donc, elles sont trois femmes qui vont partir comme ça. Une est mariée, une est une jeune femme libre, et puis une autre femme est une jeune femme assez particulière. Et à travers ce road movie qui est totalement inventé, l'autrice va nous raconter aussi ce que c'est que l'arrêté du Maroc. Donc, donc ça, c'est une façon d'appréhender le réel, mais sous un mode fictionnel, hein. Et un autre exemple qui va sortir en début de l'année, c'est un projet que j'ai reçu aussi. Hein, alors tu disais, il est plus facile de refuser que d'accepter. C'est vrai qu'on reçoit à peu près, moi je reçois, peut-être vous un peu plus, je sais pas, 6-7 projets par jour. Donc vous voyez, sur l'année, alors tous ne sont pas bons, mais il y a quand même pas mal qui sont toujours à regarder. Donc c'est beaucoup plus facile d'éditer que de ne pas éditer en fait. Donc dire non, enfin moi je fais 25 bouquins par an en BD, ça fait pas beaucoup hein, quand vous regardez par rapport au nombre de projets que l'on reçoit, les auteurs que l'on veut continuer à publier et les jeunes auteurs ou autrices qu'on veut accueillir, forcément il faut être vraiment sélectif. Et donc dans cette sélection-là, il y a une jeune femme qui a envoyé son projet par mail, qui est une jeune femme d'origine chinoise, enfin qui est chinoise, mais qui vit en France avec son compagnon depuis 5-6 ans, et c'est l'histoire de cette jeune fille qui se met en scène. Elle est sur les bords de la Seine et elle part avec son compagnon en Chine parce qu'elle a une amie, elle est d'une province chinoise assez éloignée, qui est prof, qui est maîtresse d'école, mais qui par ailleurs est homosexuelle. Et donc elle a envie d'aller la filmer, d'aller l'interroger, etc. Et donc elle part en Chine. Donc ça c'est le départ de l'histoire. Et en même temps, là on la suit micro en main pour le coup. Sauf qu'il y a un vrai point de vue, il y a une vraie bascule qui se fait. Et surtout cette amie qui l'accueille est à la fois prise dans la difficulté de sa situation, c'est-à-dire maître des écoles en Chine et homosexuel affiché, si je puis dire. Et en même temps évidemment avec un pouvoir qui est de plus en plus dur et qui restreint les libertés. Donc c'est vraiment voilà, donc là c'est moins fictionnel, on est vraiment là vraiment prise directe avec la réalité. C'est un gros roman graphique de 300 pages et donc là c'est voilà, et de tout le travail, j'écoute un peu ce que tu disais tout à l'heure Nadia sur
sur le travail d'accompagnement d'auteur. Quand c'est un jeune auteur, mais justement, il faut l'amener à travailler cette masse, parce que sinon, évidemment, ça fait un peu, on le suit micro en main, c'est pas très intéressant. Elle avait des points de vue, il fallait, donc là, il a fait l'accompagner, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait avec l'auteur aussi, donc ça rejoint un peu la discussion de ce matin. Mais là, par exemple, c'est vraiment une BD que peut-être je n'aurais pas publiée il y a quelques années. Mais j'ai ouvert aussi ma maison à des jeunes éditrices qui me bougent, qui m'amènent à voir les choses autrement. Et c'est intéressant parce que du coup, la bande dessinée, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord non plus avec Skyline, notre camarade, parce qu'en fait, il y a des très bons livres de fiction aussi, il y a des très bons, on s'en fout, quoi. Ce qui compte, c'est en effet le point de vue de l'auteur, ce qu'il a à en dire, et la façon dont c'est une matière vivante, quoi. Après, il faut que cette matière vivante-là puisse intéresser les gens, et d'ailleurs, à ce titre, Les algues vertes, c'est un des livres que j'ai à la campagne dans ma bibliothèque, et c'est un des livres les plus empruntés par tous les gens qui passent, donc c'est gros succès. Louis-Antoine, vous êtes l'éditeur de Perpendiculaire au soleil, qui va sortir le 31 août. C'est le premier roman graphique de Valentine Cuny-Le-Calais, donc qui a fait une correspondance, qui a établi une jeune autrice qui a une correspondance avec Reynaldo Marguif, un condamné à mort américain. Alors là, on est dans le réel, et en même temps, la démarche artistique, avec des gravures sur bois, des dessins, c'est vraiment une correspondance artistique. Ça transcende un peu les pièges, on va dire, quelqu'un d'autre qui aurait eu une démarche beaucoup plus académique n'aurait pas eu le même livre. Là, c'est... Non, mais typiquement, moi, c'est un livre incroyable. Je pense que c'est un des livres les plus importants sur lesquels j'ai travaillé, que j'ai édité. Là, vous allez le découvrir dans quelques semaines. Et c'est un livre... Alors, quand on dit le sujet, c'est l'histoire d'une correspondance entre une jeune artiste et un condamné à mort aux États-Unis. On dit, encore un livre qui va nous plomber... et puis un peu nombriliste, c'est qui cette petite parisienne qui raconte sa vie, et en fait ce livre-là, parce qu'en fait c'est une rencontre entre deux artistes, ça fait un livre qui est au-dessus de beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui raconte cette amitié naissante et qui fait ça par choix, c'est militant, elle s'inscrit à une association de correspondance avec des détenus. Elle ne sait pas avec qui elle va correspondre, hein, c'est l'association qui dispatche. Et puis, dans sa correspondance avec Reynaldo, donc condamné à mort, qui est un jeune homme qui était un des plus jeunes condamnés à mort en Floride, qui s'est mis à dessiner et à peindre en prison. En fait, ils vont s'écrire. Au final, c'est un livre de presque 400 pages. Et j'ai du mal à expliquer parce que en fait, je trouve les mots en parlent mal. Il faut le lire. Enfin, c'est un livre. On parlait tout à l'heure. Jean-David disait en fait, il y a la bonne moyenne, c'est 15 ans. Ça, c'est un livre. C'est le livre pour lequel la décision était le plus rapide. J'ai reçu le projet le lundi en fin d'après-midi. Un camarade, un ami du travail me le fait passer en disant tiens, je connais cette jeune autrice, elle a ça, est-ce que peut-être ça peut t'intéresser, tu fais des livres justement un peu sérieux avec des sujets un peu lourds, donc peut-être que c'est un sujet pour toi. Je suis l'éditeur des bouquins tristes, quoi. Mais je reçois le livre, enfin je reçois le PDF, comme on reçoit tous, on en reçoit plein, donc je dis bon, je jette un œil et puis je le lirai plus tard. On fait ce premier tri de quelques secondes. Et puis là, en fait, non, c'est pas quelques secondes. Je lis les 40 pages du dossier. Et puis ça me travaille. Le lendemain matin, à la première heure, j'envoie le document à Guy Delcourt, qui donne le feu vert sur les projets que je peux faire ou ne pas faire. Et à midi, en fait, il me donnait lui-même son feu vert et on faisait le livre. Et je l'appelais Valentine l'après-midi. Elle était en pleurs au téléphone, c'était hyper émouvant. C'est un livre un peu, qui, je pense, est aussi caractéristique de ce qu'on essaye de faire là. C'est-à-dire que c'est un livre d'autrice fondamentalement, avant tout, d'autrice et d'auteur, même si Reynaldo, pour les questions juridiques, ne peut pas être auteur de cette correspondance, bien qu'il en est vraiment, en réalité, co-auteur totalement. Mais c'est aussi un livre qui parle d'aujourd'hui. C'est un livre qui parle, de ce pays si étrange que sont les États-Unis d'aujourd'hui. Elle se pose plein de questions. Et puis là, vous voyez, vous avez les images des Judith suffragettes en face aussi. C'est ça, en fait. C'est la biographie d'une prof de jiu-jitsu au 19e siècle, début 1900, je veux dire,
Et pourtant, ça parle d'aujourd'hui, c'est raconté d'une histoire complètement fictionnelle, c'est Lisa Lugrin, en fait, qui raconte ça avec beaucoup d'humour. Et en fait, ça parle juste d'aujourd'hui. Enfin, vous voyez la correspondance entre cette image-là, la page suivante, où on voit les manifs contemporaines. Donc, c'est ça qu'on cherche, en fait. C'est des livres qui parlent d'aujourd'hui, et on peut tout à fait y arriver à travers la science-fiction, etc. Jean-David, en aparté, disait, mais en fait, tous les livres sont de la bande dessinée de Durel, et je suis complètement d'accord avec lui. Mais il y a un travail aussi, c'est là aussi par rapport à la première table ronde, une des grandes questions, en fait, c'est un travail en fait où on est proactif. C'est-à-dire que aussi, éditeur, éditrice, là par exemple, je trouve ça étrange en fait, cette bande dessinée, on est miroir des débats sociaux. On est 4 hommes cisgenres d'un certain âge à vous parler de ça aujourd'hui. C'est bizarre, en fait, c'est pas normal. Donc on a un effort à faire. Moi je connais des gens dans le théâtre, dans le spectacle vivant. En fait, alors c'est pas la même chose, mais il y a des actions qui sont assez fortes avec des associations comme HF, comme Décoloniser les Arts. En fait, on a ce travail. Si on veut continuer à toucher un public très large, divers, diversifié, en fait, on doit se remettre en question. Frédéric disait qu'il avait ouvert effectivement son équipe à d'autres profils, et c'est fondamental d'avoir cette démarche-là proactive. Alors dans le spectacle vivant, c'est particulier parce qu'il y a aussi tout un financement public de la création, qui n'est pas le modèle économique de l'édition aujourd'hui, où c'est un fonctionnement privé. En fait, chaque livre doit être à son propre modèle économique. Donc ça, c'est un gros questionnement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros débat. Je pense qu'il faudrait mettre sur la table aussi. Oui. Excusez-moi, du coup, j'avais une question un peu provocatrice. Non, vous avez employé le terme de militantisme, et tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous pouviez recevoir plein de projets inintéressants, mais que ceux qui étaient intéressants, c'est quand il y avait un vrai point de vue. Alors, les BD que vous citez sont quand même majoritairement contre le nucléaire, dénonçant la montée de l'extrême droite, etc. Donc, êtes-vous une bande de gauchistes ? Non, pardon, j'arrête, c'était pas l'objet de ma question. C'était plutôt comment vous faites la part entre le côté militant de certains projets, et puis la responsabilité que vous pouvez avoir, vous, à publier des livres qui vont peut-être dénoncer des choses politiques. C'est un vrai engagement, donc moi j'aurais bien aimé vous entendre parler de cet engagement-là et de la manière dont vous l'assumez, y compris d'un point de vue tout à fait juridique. Voilà. Merci. Moi je vais répondre en premier, mais après je laisserai, parce que moi je suis pas peut-être le plus armé là-dessus. Moi, je publie uniquement des livres qui m'intéressent. Après, je ne sais pas si c'est des livres de gauchistes ou pas. Non, je vais juste revenir justement sur celui-là, Les Enfants du siècle. Les enfants Allons enfants, parce que justement, c'est un livre pour les enfants. Et ce que je trouve intéressant dans l'approche de ce livre, de cette série-là, quand j'ai rencontré l'auteur qui est prof, c'est sa première BD, qui est prof, j'ai rencontré sur un salon à Quai des Bulles, il était prof en Bretagne. C'est en fait, au départ, ça s'appelait De guerre en guerre. Et ça démontre... en fait, à travers 100 ans d'histoire de France, mais ce serait pas aux États-Unis, ce serait pas en Angleterre, que ça fait 100 ans qu'on est en guerre, en fait, et que toute notre économie, toute notre énergie, tout le fondement de notre société repose en fait sur faire la guerre aux autres. Et ce qui était intéressant, c'était en partant de cette famille de jeunes Bretons, les Kélénèques, dont les deux premiers enfants, il y en a un qui est radical socialiste et un qui est plutôt très très réac, et on va les suivre comme ça, et leur descendance. C'est à travers ça de montrer aux enfants, enfin de raconter. Alors il y a de l'humour aussi, c'est pas plombé, mais enfin il y a quand même le petit héros du début qui vieillit et qui meurt en 14-18. D'ailleurs, je connais une petite fille qui voulait pas lire le tome 2 parce que le héros était mort, mais en même temps, bon, c'était comme ça. Et ce qui est intéressant, justement, c'est dans ce livre-là, alors c'est pas un livre militant, mais en même temps, je trouve ça intéressant pour les enfants aussi, de les prendre par la main, et à travers cette fresque familiale, de montrer comment se construisent et sur quoi continuent à être construits nos pays, quoi. Nos pays, nos politiques, donc d'une certaine manière, c'est un effet politique. Et je me suis un peu perdu en route, mais voilà, quoi. Et non, mais ça m'a frappé quand je suis entré dans cette histoire-là avec l'auteur,
à quel point c'est vrai, de 1870, si on pouvait faire avant, hein, et on continue, après il y a eu le Mali, etc., enfin, on arrête avec la guerre d'Algérie, mais en fait on a tout le temps été dans un conflit, en fait. Et c'est ces conflits-là qui nous permettent, en fait, d'être des pays riches, d'être des pays à travers ça, quoi. Et les États-Unis, c'est pareil, toutes les grandes nations se construisent sur la guerre, et c'est vrai que ça pose d'autres questions plus larges aussi, qu'on voit que Le Drian, il a toujours été en poste et largement, et que finalement les algues vertes, est-ce que ça a pesé politiquement pour Le Drian? Je suis pas sûr, quoi. Malheureusement, malgré les 150 000 exemplaires vendus. Donc c'est vrai que ça c'est un peu un contrepoint qui m'intéresserait, quoi, parce que Le Drian, il est quand même, enfin, on va dire toute la clique bretonne est quand même assez mis à mal dans le livre, et je crois que ça a ni porté préjudice à monsieur Édouard Leclerc, ni à Le Drian, ni à personne, quoi. Ouais, alors là, on touche aussi à des questions du vote. Hein. Voilà, il faut regarder la sociologie, la démographie du vote, et puis voilà, ça donne, je pense, ça donne quelques clés d'explication aussi. Non, donc évidemment, oui, c'est très facile en fait en regardant les livres que j'ai dites, vous allez pouvoir très vite me catégoriser de wokiste, islamo-gauchiste, tout ce que vous voulez. Et très bien, je l'assume totalement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'espère bien que dans mes livres, en fait, que mes livres s'adressent, j'espère aussi à ouvrir en fait les choses. C'est-à-dire que dans mon travail avec les auteurs et les autrices, c'est de pouvoir convaincre tout le monde. Et effectivement, les plus grandes réussites dans les livres que j'ai faits, c'est quand c'est des gens qui sont a priori pas le lectorat, pas les gens avec qui on a l'habitude de parler, qui vont dire « Ah oui, ce livre-là, je l'ai lu, quoi ». Par exemple, enfin, que ce soit voilà, Les algues vertes ou l'enquête Sarkozy-Kadhafi, c'est des livres en fait qui touchent vraiment des sujets politiques. Et en fait, il m'est arrivé vraiment, j'ai eu le retour d'expérience concret de lecteurs et de lectrices qui me disent « Ah, écoute, voilà, Louis-Antoine, bon, tu sais bien que politiquement, on n'est pas du tout d'accord, on vote pas du même bord, mais là, quand même, ce livre-là, il m'a fait réfléchir. » Et ben, j'estime voilà, que j'étais content ce soir-là en me couchant, j'étais content d'avoir fait mon travail et d'avoir fait celui-là. Donc, c'est ça aussi, c'est alors que... J'assume complètement le côté engagé des livres, mais pas forcément militant au sens manifestation du terme. Mais c'est aussi, par exemple, là, on entame en fait une collaboration avec les éditions La Découverte. Donc, on va lancer l'année prochaine en fait une nouvelle collection de sciences humaines en bande dessinée. La Découverte, c'est ça en fait, c'est un des plus grands éditeurs de sciences humaines aujourd'hui, avec des plus grands universitaires, professeurs. Donc, il n'y a aucun doute sur leur objectivité scientifique, universitaire. Et pour autant, La Découverte, hein, c'est les héritiers de Maspero ou quoi. On sait très bien, politiquement, en fait, où se situe cet éditeur et les auteurs et les autrices qu'il publie. Mais juste, le vrai sujet maintenant, quand même, hein, avec La Découverte comme d'autres éditeurs, c'est quand même La Découverte, maintenant, est rachetée quand même par Bolloré, quoi. Donc, c'est quand même une vraie question, quoi. Donc, La Découverte, certes, les éditeurs, hein, mais ils sont quand même chez Bolloré, donc on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Enfin, on a vu ce que ça devient à Canal+, on a vu sur plein d'autres sujets. Donc, on va quand même voir ce qui va se passer, quoi. Je pense qu'il faut rester un peu vigilant. Ah, mais complètement. Et enfin, voilà, dans la discussion avec les éditrices, éditeurs, ils se posent eux-mêmes ces questions-là. Voilà, on leur a dit qu'on avait de la place chez Delcourt. Pour un grand gauchiste. Je plaisante. Antoine Gallimard non plus. Non, ça c'est sûr. Mais non, mais si vous voulez, il y a deux choses, mais en même temps, il y a des auteurs de tous les bords chez Gallimard. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, l'important, c'est que ce qui est raconté soit sourcé. C'est qu'il y a une justesse dans ce qui est dit. Par contre, l'engagement, moi, ça me semble aujourd'hui, on est dans une époque où je pense que c'est pas inintéressant de prendre position. Et c'est vrai, quand on voit l'évolution, là, ces dernières années, un peu catastrophique quand même, d'un certain nombre de choses, je dis pas que forcément que les livres vont changer le monde, mais que au moins, ce que moi j'ai pu voir, c'est que ça permet quand même la bande dessinée a cette force empathique je parlais tout à l'heure, qui permet de cheminer avec les autres. C'est-à-dire que quand un auteur quand Josako va dans la bande de Gaza et passe plusieurs semaines avec les gens, avec les Palestiniens, et qui montre leur vie, je pense qu'on est avec eux et on peut au moins appréhender un petit peu leur quotidien. Je dis pas que ça change tant de choses, mais je trouve qu'on est quand même dans une époque où on juge très vite, quand même, grâce par les réseaux sociaux notamment, like, pas like, machin, tout ça, ça va très très vite, et que la bande dessinée permet quand même à un moment donné
voilà, de découvrir d'autres modes de vie, d'autres façons dont les gens vivent, dont ils supportent des situations. Et c'est Joe Sacco qui est quand même l'initiateur, qui était au départ journaliste, qui a arrêté le journaliste pour dire à un moment donné, moi je vais aller donner la parole à ceux à qui on ne donne pas la parole. Parce que la parole, on va dire officielle, on l'entend, on est gavé de ça. En fait, on passe notre temps à entendre cette parole. Et donc, finalement, d'aller la donner aux autres, leur donner la possibilité peut-être effectivement de pouvoir s'exprimer, alors qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de le faire. Si, encore une fois, les choses sont justes, ça ne veut pas dire qu'un témoin a raison, ça ne veut pas dire qu'il dit une vérité. Il faut bien entendu vérifier cette vérité-là, cette parole-là qui est donnée. C'est pas parce que quelqu'un subit quelque chose qu'il a forcément un avis global là-dessus. Mais par contre, effectivement, prendre ce biais-là, moi je crois que ça permet de la bande dessinée là-dessus, je trouve, à montrer sa force, de raconter et prendre position. Oui, moi je suis aujourd'hui, on est avec mes camarades éditeurs, pas mal à se poser ces questions, d'accompagner plutôt des livres qui viennent donner un petit coup de fouet. Ouais. Non, je voulais juste dire par rapport à ça, j'avais entendu sur France Inter que je crois qu'il y avait que 25% des 25-35 ans qui avaient voté. Donc c'est pas mal des lecteurs de BD, donc c'est vrai que peut-être qu'en lisant un peu plus de BD, peut-être qu'ils ont plus voté, je sais pas. J'espère, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait très très bien, effectivement. Je vous propose de continuer et de finir par les questions, parce qu'il va bientôt être midi. Oui, bah oui, l'heure de se restaurer. Qui a une question ? Alors, juste, je vais poser une question. Louis-Antoine, quand on a un succès comme les algues vertes, après, vous avez plein de pseudo-algues vertes qui sont arrivées, plein de livres dans cette veine. Non, mais sérieusement, ça a été un... Oui, mais ça c'est le phénomène classique, en fait, voilà, du succès qui arrive. Et je crois que c'est Frédéric qui en parlait, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a un livre qui se fait remarquer. Donc, voilà, derrière, en fait, arrivent d'autres projets avec des gens qui pensent effectivement qu'ils ont peut-être aussi quelque chose à dire parce qu'ils ont trouvé un sujet, mais c'est toute la différence. Moi, je suis éditeur de livres, on est éditeur de livres, et effectivement, par rapport au travail de la revue dessinée, Sébastien l'évoquait rapidement, en fait, il y a des sujets qui sont hyper intéressants à traiter en 15 pages, en 20 pages, et voilà, on a fait le tour. Nous, je pense que la question qu'on se pose quand on reçoit le projet, c'est est-ce qu'on peut en faire un livre ? Est-ce qu'on peut en faire un récit ? Donc, c'est quelque chose qui va faire 80 pages, 100 pages. Est-ce que ça va tenir ? Voilà. Et donc, oui, comme beaucoup, voilà, on reçoit beaucoup de projets. Il y en a 1 sur 10 et encore voilà, qui vaut le coup d'être un peu creusé. Alors, on a eu les difficultés à définir la BD du réel. Est-ce que c'est plus facile de définir ce qu'elle n'est pas ? Qu'est-ce que c'est une BD qui n'est pas du réel actuellement ? Ouais, c'est une BD qui, si on reste effectivement un peu quand même par rapport en disant voilà, BD qui parle de la société, c'est une BD qui est à ce moment-là uniquement dans la fiction, avec des personnages de fiction qui vivent des aventures uniquement fictionnelles. Même si en fait c'est compliqué de s'abstraire complètement, ou alors c'est de la bande dessinée abstraite, ça existe aussi, hein. Mais c'est pas le cas. Sébastien, vous avez une définition de ce que... Non ? Pareil. Non, mais j'ai l'impression quand même, effectivement, que même dans cette bande dessinée, on en a pas mal parlé, c'est dans les bandes dessinées de fiction, maintenant, il y a infuse le réel de plus en plus, d'ailleurs. C'est vrai que ces bandes dessinées... Mais après, bon... Tintin, finalement, il y avait quand même une manière de montrer. Alors là aussi, on peut en discuter de la manière dont il le montrait, mais de montrer le monde. Voilà, donc il y a... Après, je pense que dans Jean et Pierre-Louis, je suis moins sûr, mais dans le Schtroumpf, dans les Schtroumpfs, le Schtroumpfissime, n'oublions pas, hein, c'est sur les élections, hein, donc sur le phénomène des élections, ça marchait aussi. Non, mais voilà, on fait cette catégorie là pour l'instant, mais c'est comme quand on parle du roman graphique et de la bande dessinée. Bon, c'est la même chose. En fait, on est éditeur de bande dessinée, hein. Le roman graphique, c'était une manière de rentrer dans des foyers qui ne disaient pas de la bande dessinée. Donc, c'est notre cheval de Troie qui nous a permis de rentrer dans plein de trucs. Mais on fait de la bande dessinée, voilà. Mais c'est la bande dessinée de divertissement, c'est très bien aussi, hein. C'est parfait, on en a besoin.
Et juste par exemple, là, vous avez inclus L'âge d'eau de Benjamin Flao, qui est une Oui. vraie fiction, mais finalement, on ne sait pas Exactement. à l'époque où ça se situe, mais bon, Dans un futur pas trop proche, espérons. c'est ça, hein, c'est ça. Mais en même temps, ce qui est abordé par le biais de personnages, est tout à fait, ce sont des préoccupations de l'auteur sur des préoccupations tout à fait actuelles, sur effectivement la montée des eaux, le réchauffement climatique, etc. Et aussi la manière dont, dans des cas de crise, le gouvernement peut prendre en main certaines choses. Et ça a été fait pendant le confinement, c'est pas pour rien non plus. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses c'est pour ça qu'on l'a mis. Je trouve que c'est là pour le coup, pour rejoindre ce que disait Frédéric, par la fiction, on peut parler quand même beaucoup des préoccupations sociétales. Oui. Sur l'âge d'eau, pardon, sur l'âge d'eau, vous n'avez pas eu de cas de conscience. Enfin, tu sais, Benjamin Flao, là, il est très insoumis, Oui, oui. presque, on le sait. Enfin, je ne sais pas si c'est public, mais anti-vax et tout ça. Il y a aussi une parole particulière là, quand même, dans son. Oui, oui, il album. y a deux, trois, il y a une séquence, moi, je trouve que sur laquelle moi j'étais pas trop pour qu'on la mette et qu'il a voulu maintenir. Bon, là, on l'a gardé finalement, mais bon, l'essentiel du livre n'est pas ça finalement. Voilà. Mais effectivement, lui, il est quelqu'un qui a été assez loin là-dessus, puisque d'ailleurs, il n'a fait aucune tournée pour la sortie de son livre, puisqu'il ne pouvait ni bouger, bah oui, non, il était ni vacciné, ni porté de max. Donc évidemment, ça a limité la tournée. Mais voilà, on l'a accepté aussi, c'est-à-dire que ça fait partie du personnage. Voilà. Mais le récit n'est pas que ça. Voilà. Une dernière question. Autrement. Ah bah, C'est moins une question qu'une remarque, mais en vous écoutant, je pense que vous êtes de chouettes éditeurs de la bande dessinée du réel, tous les trois. J'en connais de bien moins bons. Vous avez vu émerger des gens comme Duno, Le Duc, Massot, qui font du réel dessiné. Là, on se demande où est le dessin. Il y a plus. Enfin, c'est vraiment une manière de s'engouffrer dans ce marché qui, en effet, est vaste et qui recrute des lecteurs qui ne sont pas a priori des lecteurs de bande dessinée. Je ne sais pas quel regard vous portez là-dessus. Nous, libraires, on fait l'impasse, hein, on doit bien le dire, sur ces choses-là. Libraires spécialisés en bande dessinée, je pense qu'ils ont peut-être plus d'acheteurs en librairie généraliste. Bon, voilà, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Bah moi, j'en ai un, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que quelque chose marche, il est investi. Par plein d'autres, c'est toujours pareil. Et des précurseurs intéressants, eh bien, il y a un flot de choses qui soit sont des copies sans intérêt, soit effectivement de l'opportunisme pur. Il faut bien se dire que aujourd'hui, comme ça l'a été dit en introduction, la bande dessinée devenant le deuxième secteur d'activité du livre, eh bien effectivement, tout un tas d'éditeurs effectivement généralistes vont s'y mettre. Et ils vont s'y mettre avec l'idée d'utiliser effectivement ce qu'on peut comprendre, hein, leur fonds, parce qu'ils ont un fonds qui peut être intéressant, justement, de scientifiques, d'essais, etc., etc. Et malheureusement, avec, pour le peu que parfois que j'en vois, et malheureusement une incompréhension, c'est ça qui est important, c'est qu'une incompréhension de ce que c'est la bande dessinée et le média bande dessinée. Et donc, d'ailleurs, même à la limite, moi j'ai entendu des éditeurs, pour eux, le seul auteur du livre est l'auteur qui a écrit le livre d'origine, mais ceux qui le font en bande dessinée, bon, c'est des adaptateurs, c'est des auteurs de seconde zone finalement. C'est des gens, bon, bah ils le font, mais voilà, l'œuvre d'origine, c'est quand même l'essai, quoi. Cela dit, j'ai envie de leur dire que moi, pas mal de libraires généralistes me disent que actuellement que des gens qui lisaient des essais auparavant sont en train de le lire maintenant, les essais en bande dessinée. Et par exemple, le choix du chômage sur sur vraiment ce petit créneau économique a été le plus gros succès de nombreux libraires généralistes sur leur rayonnage économie et de très loin. Et donc, parce qu'effectivement, il y a une espèce de bascule un petit peu là-dessus. Mais malheureusement, je pense qu'on va avoir, comme d'ailleurs des adaptations littéraires et que nous chérissons tous les deux, parce qu'on aime beaucoup ça, et on y veille à ce que justement, ça ne soit pas des adaptations paresseuses, mais une autre manière de lire
une histoire, eh bien, vous allez en manger pas mal. Hein, voilà. Ouais, non, je vous le dis. Non, moi, par rapport à cette question-là, moi, ce qui m'interroge, c'est évidemment le volume de livres qui paraît, quoi. Et on parlait tout à l'heure, les auteurs parlaient à juste titre de fragilisation, mais en même temps, le marché fait une certaine taille, hein, et à un moment, il se découpe par un nombre de livres. Alors évidemment, il y a des best-sellers et des moyens-sellers et des livres qui ne se vendent pas du tout, mais il n'empêche que de façon mathématique, hein, plus on va publier, plus ça va morceler quand même l'offre et la part à répartir, notamment pour les auteurs. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Et c'est vrai que quand il y a des nouveaux éditeurs qui arrivent avec 25 BD par an, première année, moi j'en fais 25 au bout de 15 ans ou 20 ans même, hein, bon, et je suis sur ce socle-là depuis 10 ans. Voilà, les adaptations, par exemple, moi j'avais flashé sur 2-3 romans qui étaient dans le groupe Bolloré, dans le grand groupe, hein, c'était des romans vraiment que je voulais adapter parce que je trouvais que ça faisait sens, hein. On m'a dit non, de toute façon maintenant on va tout publier, tous les best-sellers. Enfin, c'était pas des best-sellers en plus, hein, voilà. Donc forcément là il y a quelque chose qui se joue, mais après c'est aussi aux libraires, aux bibliothécaires, puis aux gens de faire le tri dans une offre qui est compliquée à trier, quoi. Mais c'est vrai que moi ce qui m'embête à travers ça quand même, évidemment tout le monde peut publier, c'est comme tout le monde, voilà, c'est la démocratie. Après c'est vrai que c'est inquiétant pour l'économie du livre. Pour les petits auteurs, mais pour les petits éditeurs aussi, d'une certaine manière. Hein. La fragilisation, elle n'est pas que sur l'auteur. Hein. Il ne faut pas... loin de là, quoi. Voilà. Louis-Antoine, Frédéric, Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous à 14h pour une autre table ronde sur la BD jeunesse et ensuite le manga. Bon appétit.